Bonjour et bienvenue sur Algomius. Dans une précédente vidéo, nous avions installé en fait un serveur Debian et ce serveur Debian en fait ça avait bien marché, hein, l'installation de la distribution était parfaite, mais ce serveur maintenant je voudrais pouvoir y accéder à distance. Le problème d'y accéder à distance, c'est que maintenant je vais devoir en fait le mettre sur le réseau et je vais devoir m'occuper un minimum de la sécurisation de ce serveur. Alors je ne suis pas un expert en cybersécurité, hein. Je vais donc tout simplement m'appliquer en fait avec des règles de base pour pouvoir sécuriser mon serveur. Alors qu'est-ce que je vais faire? Déjà je veux accéder à mon serveur. Y accéder, ça veut dire déjà que je vais essayer de faire en sorte qu'il ait toujours une IP fixe. Pourquoi? Eh bien tout simplement le fait d'avoir une adresse IP fixe va me permettre en fait de me connecter toujours au serveur de la même manière en lui donnant la même adresse. Donc cela va faire intervenir par exemple la compréhension du fonctionnement de mon serveur DHCP. Donc on va essayer de voir un petit peu comment fonctionne un serveur DHCP et on va essayer de le configurer pour avoir toujours une adresse IP fixe. Ensuite je vais essayer de me connecter à mon serveur avec le protocole SSH. Le protocole SSH est intéressant puisqu'il est chiffré, c'est-à-dire que les informations ne transitent pas en clair sur le réseau entre la machine que j'utilise pour me connecter à mon serveur et mon serveur. Là aussi, on va essayer de pousser un petit peu la sécurisation. On va essayer de comprendre quelles sont les différentes façons de se connecter en SSH, à la fois avec un mot de passe et avec un couple de clés privées et publiques. Et on va essayer de voir un petit peu comment monter le niveau de sécurité, en fait, au niveau de la connexion SSH. Une fois la connexion SSH en place, on va mettre en place en fait un firewall assez basique. Firewall assez basique, encore une fois, on va essayer de dire, voilà, pour l'instant il n'y a rien qui rentre, et le seul protocole qui pour l'instant est autorisé à rentrer, c'est le protocole SSH pour que je puisse me connecter à distance. Donc encore une fois, on va partir d'une approche qui est assez basique finalement, de dire je ne laisse rentrer personne, sauf le protocole en fait que je décide moi-même d'utiliser. Voilà. On va essayer de s'intéresser aussi à un petit utilitaire qui s'appelle fail2ban, qui va me permettre de mettre des règles en place pour éviter les attaques par force brute. Donc les attaques par force brute, c'est tout simplement essayer de tester toutes les combinaisons possibles et imaginables. Ça veut dire effectivement que c'est détectable dans la mesure où la personne qui attaque en fait va essayer d'utiliser le même protocole plusieurs fois de suite. Et si on arrive à détecter en fait ce genre de choses, on va juste essayer de faire en sorte de ne plus rien accepter de la part de cette machine. Voilà. On va terminer aussi en activant un petit mécanisme pour mettre à jour les mises à jour de sécurité, puisqu'effectivement, les mises à jour de sécurité, c'est ce qui va nous permettre d'avoir toujours un système d'exploitation qui est à la pointe, hein, où toutes les différentes failles de sécurité ont été corrigées, en tout cas celles connues. Donc voilà un petit peu le programme de cette vidéo, et le but c'est effectivement d'avoir à la fin un serveur qui soit accessible en SSH, et qui soit un minimum sécurisé. Ok, donc on va essayer de sécuriser notre accès à distance sur notre serveur, et la première mission que l'on va se fixer, c'est déjà d'attribuer en fait une IP fixe à mon serveur. Alors pourquoi en fait j'ai besoin d'une IP fixe à mon serveur? L'IP, c'est ce qui va permettre en fait d'identifier de manière unique ma machine sur mon réseau. Et quand je veux me connecter à une machine, eh bien, je vais devoir donner cette adresse IP pour pouvoir m'y connecter. Comme ça, eh bien, tout simplement, je vais savoir quelle machine exactement je désigne. Je vais essayer en fait de créer une connexion avec le protocole SSH, le Secured Shell, qui va me permettre en fait, à partir de n'importe quelle machine, de pouvoir me connecter à mon serveur. Mais pour retrouver mon serveur, je dois connaître son IP, je dois connaître l'adresse dans laquelle il se trouve. Alors le problème d'IP fixe, en fait, c'est comme si jamais vous vouliez vous rendre chez un ami et que cet ami, en fait, changeait systématiquement d'adresse. Eh bien, en fait, vous auriez du mal à le retrouver, puisqu'à chaque fois que vous voulez aller chez votre ami, vous devriez retrouver où est-ce qu'à ce moment-là précis il se trouve. Donc l'idée de fixer une IP à un serveur, c'est tout simplement de lui dire tu auras toujours la même adresse, et si jamais je veux me rendre chez toi, ou si je veux me connecter sur ce serveur-là, eh bien j'utiliserai toujours la même adresse. Ça va être quelque chose de beaucoup plus intéressant, et comme ça je ferai toujours la même chose. Effectivement, le protocole SSH que nous allons utiliser pour nous connecter à une machine a besoin de deux choses, l'utilisateur qui se connecte et l'adresse en fait du serveur ou l'adresse de la machine sur laquelle je veux me connecter. Voilà. Donc l'adresse, je vais essayer de la fixer. Alors qu'est-ce qui se passe en fait quand une machine arrive sur un nouveau réseau?
Quand une machine arrive sur un nouveau réseau, c'est-à-dire soit je me connecte à un Wi-Fi, soit je branche un câble RJ45, eh bien elle a besoin d'informations pour pouvoir communiquer sur le réseau. Et l'une information de base, c'est tout simplement l'adresse IP, c'est-à-dire un identifiant unique qui va identifier la machine sur le réseau. Elle a aussi besoin d'autres informations comme le masque de réseau qui va me permettre de différencier l'adresse du réseau de l'adresse des machines et l'adresse de la passerelle, c'est-à-dire en fait vers quelle machine en fait elle doit envoyer les éléments pour sortir du réseau local et par exemple rejoindre le réseau internet. Elle aura d'autres informations comme par exemple des informations sur les résolutions de nom. Alors comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'une machine nouvellement arrivée sur un réseau récupère ces informations-là? Elle va en fait passer par ce que l'on appelle en fait un serveur DHCP. DHCP, c'est l'abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. C'est donc en fait un protocole de configuration dynamique. Alors pourquoi dynamique? Tout simplement parce qu'il va se déclencher à chaque fois qu'une nouvelle machine arrive sur le réseau. Une nouvelle machine arrive sur le réseau, un dialogue en fait se lance entre cette nouvelle machine et le serveur DHCP si jamais il y en a un sur le réseau. Première chose, la machine va déjà essayer d'envoyer un message pour dire voilà, je suis nouvelle, je viens d'arriver sur le réseau. Est-ce qu'il y aurait un serveur DHCP sur le réseau qui me permettrait de récupérer des informations d'identification? Si jamais il n'y a pas de serveur DHCP sur le réseau, ça veut tout simplement dire que vous devez configurer manuellement chacune des machines. Configurer manuellement chacune des machines en sachant que l'IP est un identifiant pour la machine. Ça veut dire que si vous donnez en fait si vous donnez la même IP à deux machines, parce que par inadvertance, vous pouvez avoir des problèmes sur le réseau. Donc de laisser gérer ce genre de choses par un serveur DHCP, c'est quelque chose en fait qui va nous faire gagner pas mal de temps. Donc la machine dit voilà, je suis nouvelle, est-ce qu'il y a un serveur DHCP disponible qui pourrait me donner mes informations pour que je puisse participer à ce réseau? Un serveur DHCP sur le réseau lui dit voilà, moi je suis là et je te propose telle information de connexion, telle adresse IP, tel masque de réseau. La nouvelle machine dit ok, j'ai reçu les informations, je récupère cette adresse IP et c'est celle que je vais utiliser pour communiquer sur le réseau. À ce moment-là, le serveur DHCP valide la présence de la machine et dit que cette IP est donc utilisée maintenant par cette nouvelle machine et qu'il ne faut plus l'attribuer en fait à d'autres machines. Donc c'est quelque chose de très intéressant puisque la mise en place, enfin l'attribution des adresses IP est automatique. J'ai pas à me soucier de grand chose une fois que j'ai un serveur DHCP sur le réseau et c'est lui qui va s'occuper qu'il n'y ait pas de conflit dans l'adressage IP. Ok, donc maintenant qu'on a compris un petit peu ce principe, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut demander en fait à mon serveur DHCP de donner toujours la même adresse en fait à mon serveur. Donc moi l'idée que je voudrais c'est qu'à chaque fois que je démarre mon serveur, le serveur DHCP lui dise je te reconnais, tu es le serveur machin, donc je vais te donner cette IP là, comme ça tu auras toujours la même IP et tous les gens qui veulent se connecter à ce serveur utiliseront toujours la même IP. Ce qui est beaucoup plus simple en fait pour utiliser mon serveur. Alors pour arriver à mes fins, j'ai deux solutions pour fixer cette IP. Enfin deux solutions vraiment de base. La première solution c'est d'agir directement sur le serveur DHCP. C'est-à-dire de dire au serveur, voilà, écoute, quand cette machine démarre, tu lui donnes toujours cette IP. Comme ça permet effectivement de lier une fois pour toutes l'IP à la machine, et donc on en est sûr. Mais du coup, en fait, comment le serveur DHCP sait que c'est cette machine qui démarre et pas une autre? Eh bien, en fait, matériellement, il y a, encore une fois, une histoire d'identifiant unique. Chaque machine, chaque matériel, en fait, est identifié par ce que l'on appelle une adresse MAC. L'adresse MAC, en fait, elle est donnée au moment de la construction de la machine, donc elle est vraiment liée au matériel, et chaque machine, en fait, a sa propre adresse MAC. Alors, à quoi ça ressemble une adresse MAC? Une adresse MAC, c'est tout simplement une succession, en fait, de 6 nombres hexadécimaux séparés par des doubles points. Donc ça, c'est l'adresse MAC. Et l'idée, tout simplement, de mon serveur DHCP, il est de dire, voilà, si je reconnais une adresse MAC sur le réseau, je vais lui donner, voilà, l'adresse MAC du serveur, je vais lui donner toujours la même IP. Voilà, tout simplement. Donc, on va essayer d'associer les deux, et on va voir que ça peut être fait uniquement sur le serveur DHCP. Cette première solution, elle est assez intéressante parce qu'en fait, elle ne fait une modification qu'à un seul endroit sur le serveur DHCP. La solution 2 que l'on pourrait faire, c'est tout simplement, on pourrait agir sur le serveur lui-même, donc sur la machine, je voudrais lui fixer directement une adresse IP, et donc dans ce fichier de config
qui permet en fait de gérer les interfaces, donc sous ETC Network Interfaces, il suffirait en fait de mettre l'adresse IP que je veux utiliser. Mais attention, si je fixe l'adresse IP, là pour l'instant je le fixe sur le serveur, donc le serveur DHCP, lui il n'est pas du tout au courant que j'attribue toujours la même adresse au serveur. Donc lui, l'adresse que je fixe à mon serveur, il ne faut pas que le serveur DHCP puisse l'attribuer à une autre machine. Donc ça veut dire aussi que le serveur DHCP, il faut que je prenne une adresse IP pour mon serveur qui n'est pas dans la plage des adresses IP qui est attribuée habituellement pour mon serveur. Je vais dire à mon serveur, toi tu n'attribues que par exemple les adresses de 1 à 100, et moi mon serveur je vais l'appeler 200. Comme ça je suis sûr que mon serveur n'utilise pas en fait une adresse IP qui est dans la plage d'attribution du serveur DHCP. Ok, donc la solution 2, elle marche également, mais il y a beaucoup plus de choses à penser, il y a quelque chose à faire au niveau de la machine, et aussi quelque chose à faire au niveau du DHCP. Donc je vais plutôt rester sur la solution 1, qui me paraît plus simple, puisque comme ça, toutes les configurations d'adresse seront au même endroit dans mon serveur DHCP. Alors un serveur DHCP, vous pouvez très bien en installer un sur votre réseau local, mais la première chose à vérifier, c'est que moi, vous voyez que le serveur DHCP, je vais utiliser celui en fait de ma box internet. Il est déjà en place, il est déjà configuré, il est déjà fonctionnel, et donc je vais tout simplement rentrer dans sa configuration pour voir comment ça fonctionne. Ça sera intéressant d'installer un serveur DHCP, mais il faut faire attention de ne pas en installer deux. Effectivement, si vous installez deux serveurs DHCP sur un réseau, et bien comme le serveur DHCP c'est lui qui fixe le nom, et bien il risque de rentrer en conflit les deux ensemble. Il risque en fait de donner, chacun risque de donner des IP à certaines machines, il risque de se marcher dessus, et vous risquez d'avoir en fait des machines qui ne sont plus accessibles sur le réseau. Donc il ne faut absolument pas activer un deuxième serveur DHCP. Mais on pourrait essayer de voir comment fonctionne le serveur DHCP, par exemple avec des machines virtuelles. On pourrait isoler un réseau de quelques machines et voir en fait comment mettre en place un serveur DHCP. Ça pourrait être intéressant. Alors moi je vais utiliser effectivement le serveur DHCP qui se trouve directement sous ma box internet. Alors ma box internet, je vais pouvoir la gérer, et dans ma box internet, j'ai les paramètres par exemple auxquels je peux accéder. Dans les paramètres et dans le mode avancé, j'ai effectivement tous les protocoles ou toutes les fonctionnalités de ma box. Et parmi ces protocoles-là, j'ai en fait dans le réseau local, voilà, j'ai quelque chose en fait qui s'appelle DHCP. DHCP, c'est donc mon serveur qui donne des adresses IP à toutes les machines qui se connectent. Alors je vais voir un petit peu ce que ça me propose. Et là, vous voyez que dans mon réseau local DHCP, j'ai toutes les informations dont je vous ai parlé tout à l'heure. La première chose que l'on peut voir, c'est que ici, vous avez la plage d'adresses qui peut être utilisée par le serveur DHCP. Donc vous voyez que dans mon réseau local, le serveur DHCP, quand une nouvelle machine se connecte, il va lui attribuer automatiquement une adresse IP 192.168.0.1 et entre 192.168.0.50. Il va utiliser cet intervalle et il va piocher là-dedans. Ça veut dire que de lui-même, en fait, il ne donnera jamais une adresse, par exemple 100, 101, 102. C'est en dehors de la plage. Alors cette plage, moi, je peux la modifier, mais je vais la laisser pour l'instant telle qu'elle. On voit aussi que là, il y a une option en haut qui est cochée, qui s'appelle assignation fixe par machine. C'est la deuxième case qui est cochée ici. Et si on regarde à quoi elle correspond, on nous dit cette fonctionnalité permet d'attribuer toujours la même IP à une machine donnée. Alors ça, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que la box internet fait déjà le travail en fait que je lui demande. C'est-à-dire que elle récupère l'adresse MAC des différentes machines, et si elle voit une adresse MAC qu'elle a déjà vue, elle essaie de lui attribuer la même IP qu'elle lui a donnée la dernière fois. Donc finalement, en cochant cette option, j'ai déjà en fait une IP fixe. J'ai une IP fixe, mais que je ne choisis pas, c'est-à-dire que c'est ma box internet qui a effectivement choisi une fois pour toutes que cette adresse IP fixe était attribuée à telle adresse MAC. Mais elle, en fait, la box ne sait pas en fait ce qui est serveur, ce qui est téléphone portable, et ainsi de suite. Si vraiment j'ai envie maintenant de fixer une adresse IP, j'ai vraiment envie que mon serveur il est 192.168.0.200. C'est moi qui ai envie de décider en fait quelle est l'adresse IP de mon serveur. Là, je peux aller en fait sur le deuxième onglet qui s'appelle Beau statique. Avec Beau statique, je peux en fait tout simplement associer une adresse MAC à une adresse IP. Ok, donc je peux prendre l'adresse MAC de mon nouveau serveur et lui dire voilà, cette adresse MAC, à chaque fois que tu vois cette machine qui se connecte avec cet identifiant d'adresse MAC,
eh bien tu lui donnes une adresse IP, toujours la même, pour que en fait, je puisse l'utiliser. Donc là, vous voyez que j'ai déjà créé en fait un lien avec une Debian virtuelle, hein. Maintenant, on va le faire avec mon serveur physique également. Alors, comment je récupère en fait une adresse MAC? C'est pas bien compliqué. Je vais tout simplement me connecter sur mon serveur, donc sur mon serveur Atlantis, ici, et j'ai en fait une commande qui s'appelle IP. Et IP en fait me permet d'afficher et manipuler toutes les données de routage, périphérique, réseau, les interfaces, les tunnels. Ok. Donc c'est une adresse qui va me permettre d'identifier en fait quelles adresses ont comment en fait ma machine communique vers l'extérieur. Et donc tout simplement, il y a quelque part là-dedans, je peux récupérer les adresses que je peux donc abréger en petit a, et donc quand je fais IP petit a, je vais récupérer toutes les adresses de communication en fait de mon... j'ai récupéré toutes les communications en fait utilisées en fait par ma machine. Et là-dedans, eh bien, j'ai tout simplement un link Ether, en fait, tout simplement, qui va me donner l'adresse MAC de ma machine. Et c'est cette adresse-là qu'il faut que je récupère. Alors, l'adresse MAC de la machine, c'est quoi? C'est tout simplement 6 nombres hexadécimales composés de 2 chiffres, hexadécimaux, pardon, et séparés par des doubles points. Et donc, cette adresse MAC, je vais tout simplement la recopier pour pouvoir l'avoir dans ma Freebox. Ok, donc ici, je vais tout simplement ajouter un byte DHCP statique. Je vais ajouter mon adresse MAC. Alors je l'ai flouté hein, parce qu'effectivement, autant les adresses IP locales, elles sont locales en fait chez moi, mais l'adresse MAC c'est effectivement une adresse qui identifie de manière unique mon matériel, et donc en fait elle est unique et elle correspond exactement au PC que j'ai chez moi. Donc ce sont des notions d'identifiant et donc on va les dissimuler. Une fois que j'ai saisi mon adresse MAC, je vais tout simplement dire que mon serveur, localement, il aura l'adresse IP 192.168.0.200 et je vais dire tout simplement que c'est mon serveur applicatif sous Debian qui est mis en place. Je sauvegarde et effectivement, j'ai mon Atlantis qui a été créé. Ok, donc maintenant, il aura l'identification 200 et il aura toujours la même IP fixe sur mon réseau. Ok, alors c'est une bonne chose. Je reprends mon réseau, et là, ça n'a pas trop changé en fait, hein, j'ai toujours la même adresse IP. Si je fais IPA, j'ai toujours la même adresse réseau. Ah non, il est déjà passé à 200. Ok, ça marche. Je pensais qu'il fallait relancer, mais il l'a pris le 200. Ok, ça marche. Donc maintenant, j'ai une adresse fixe à 200, et donc j'aurai toujours en fait cette adresse là à chaque fois que je vais démarrer mon serveur, et c'est en fait ma box qui va automatiquement lui attribuer toujours cet élément là. Alors vous voyez que j'ai aussi pris soin en fait de prendre une adresse IP qui n'est pas dans la plage qui est utilisée en fait par qui est pas utilisée dans la plage du serveur DHCP. Ok, qu'est-ce qui me manque encore? Donc maintenant, mon serveur a toujours la même adresse IP, ça c'est chouette, je vais donc pouvoir m'y connecter. Et ce que je vais faire aussi, c'est que ça peut être un petit peu plus sympa, par exemple, de dire que plutôt que de se connecter à une adresse IP 192.168.0.200, moi à la base j'avais donné un nom à ma machine, je l'avais appelé Atlantis. Et donc ce qu'on pourrait faire, tout simplement, c'est de dire, au lieu de me dire que je me connecte à 192.168.0.200, en fait j'aimerais me connecter à Atlantis. Et donc je voudrais qu'il y ait un lien qui se fasse entre le nom de la machine et l'adresse IP qui l'identifie de manière unique. Et ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ce lien en fait sur la machine que je vais utiliser pour me connecter au serveur. Et donc, si je veux me connecter au serveur, il va simplement falloir que je modifie un petit fichier qui est dans etc host. Alors, il est dans etc host sous Linux. Sous Windows, il est un petit peu plus caché. Il est dans C Windows System 32 driver etc host. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc, effectivement, je vais aller sous C Windows. Et dans C Windows, on va chercher System 32. Il est où? Là. Driver. Là. ETC. Et on va donner le fichier host qui est là.
Alors attention, il faut être administrateur pour le modifier, donc il faut prendre le bloc-notes. Vous faites un clic droit sur le bloc-notes, vous l'ouvrez en mode admin, et une fois qu'il est ouvert en mode admin, voilà, vous allez obtenir en fait ceci. Alors pour l'instant, vous voyez que le mien, il est vide encore. Pour l'instant, je n'ai associé en fait aucun nom à aucune adresse IP. Donc fichier vide, mais il y a quand même quelques exemples pour nous montrer comment l'utiliser. Donc il faut toujours associer en fait une adresse IP à un nom de machine. Bah, c'est exactement ce que je vais faire. Mon serveur, c'est 192.168.0.200. Et je vais l'appeler, en fait, mon serveur, bah, il s'appelle Atlantis. Et je vais avoir, du coup, le nom de la machine. Je vais sauvegarder ça. Donc, effectivement, à chaque fois que je vais appeler Atlantis, eh bien, on va chercher dans ce fichier host quelle est l'IP qui est associée, et on va se connecter avec cette IP. Ok. Alors, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on va regarder. On va regarder... je vais donc en fait me connecter avec mon login Algomius, donc SSH. Je vais faire algomius @atlantis. Ok. Voilà. Alors il me dit que j'ai pas de. Ok. Il me dit que j'ai pas de clé. Ça marche. Est-ce que je veux me connecter quand même? Oui. Et il me demande en fait. Alors la clé, on va la gérer tout à l'heure. Et il va me demander mon password. Voilà, et je suis connecté sur Atlantis en tant que Algomius. Voilà, ça marche. Donc, vous voyez que là, on a créé une IP fixe, on a créé le lien entre l'IP et le nom, et maintenant, eh bien, je vais pouvoir me connecter sur ma machine en utilisant le nom. Ok, ça marche. Ok. Est-ce qu'on a tout fait ici? On a créé l'IP fixe, on a créé le lien, et j'ai pu me connecter en fait avec mon utilisateur et le nom du serveur. Super. Maintenant, il est temps, vous avez vu que j'ai commencé à me loguer à distance sur mon serveur avec le protocole SSH. Il est peut-être temps d'en savoir un petit peu plus sur le protocole SSH, et on va essayer de le sécuriser également. Donc le protocole SSH, Secure Shell, va se permettre de se connecter à distance à une machine. Donc je ne suis pas obligé de me connecter physiquement dessus, la machine peut être n'importe où dans le monde, et je peux me connecter dessus à partir du moment où je connais le login. J'arrive à identifier la machine, et évidemment, j'ai un mot de passe qui correspond à un compte qui est créé sur la machine. Donc c'est tout simplement ce protocole-là que l'on va utiliser. Pourquoi il est intéressant, et pourquoi est-ce que c'est le Secure Shell? Tout simplement parce que ce protocole, en fait, va chiffrer les informations qui vont transiter sur le réseau. C'est-à-dire que, puisque je vais communiquer avec une machine distante, mes informations, à un moment donné, vont transiter sur le réseau. Et transiter sur le réseau, ça veut dire que tout ce que je tape, toutes mes demandes, et toutes les réponses que je vais obtenir de mon serveur, vont en fait, à un moment donné, se trouver sur mon réseau. Le protocole SSH va effectuer un chiffrement, c'est-à-dire qu'il va prendre mes demandes, il va les transformer en quelque chose d'illisible, les faire transiter sur le réseau, et de l'autre côté, le serveur va de nouveau récupérer ces informations illisibles et les retransformer en quelque chose de compréhensible. Ok. Ça veut dire que moi, je vais devoir être capable de chiffrer, et le serveur doit être en mesure en fait, de déchiffrer ce que je chiffre. Et ça va se passer en fait avec un système de clés que l'on va générer tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est effectivement ça, c'est que c'est quelqu'un qui se mettrait en fait entre ma machine et mon serveur sur mon réseau, et qui intercepterait en fait les informations qui passent de ma machine vers le serveur, en fait ne pourrait rien en faire, puisque toutes les données seraient chiffrées. Et donc on ne peut pas revenir en arrière en fait sur un chiffrement, si on n'a pas la clé pour pouvoir le décoder. Alors on va sécuriser SSH pendant plusieurs étapes. On va d'abord essayer de s'intéresser à comment je peux me connecter avec SSH. Je peux me connecter à une machine distante si jamais je connais le login et le mot de passe de quelqu'un qui est enregistré sur la machine. C'est ce que je viens de faire ici.
Algomus est un compte qui est créé sur mon serveur. Je me suis connecté avec Algomus, je connais le mot de passe d'Algomus, et donc j'ai pu me connecter directement à mon serveur. Ok, ça c'est la première méthode d'authentification. La deuxième, en fait, va utiliser une clé d'identification. C'est-à-dire que je vais mettre quelque part sur mon serveur une clé privée, une clé privée sur ma machine locale, je vais mettre une clé publique sur le serveur, et en fait ces deux clés vont être liées mathématiquement. Et l'idée, ça va être de voir si le serveur va arriver à authentifier la machine sur laquelle je me trouve pour savoir si je peux me connecter ou pas. Je vais donc pouvoir me passer en fait de login, enfin pas de login, mais je vais pouvoir me passer de mot de passe. L'identification se fera par clé. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux solutions? Alors se connecter par mot de passe, ça peut être intéressant et ça marche très bien, par contre ça peut être vulnérable en fait aux attaques de brute force. Qu'est-ce qu'une attaque de brute force? Ça veut tout simplement dire je vais tester toutes les combinaisons possibles de login et de mot de passe, et avec le temps, je vais peut-être arriver à me connecter. Alors on pourrait penser qu'une attaque basique de brute force, ça serait tout simplement de dire, bah voilà, je vais me connecter avec le mot de passe A, puis avec le mot de passe AA, puis avec le mot de passe AB, puis avec le mot de passe AC, comme ça. En fait, ça prendrait un temps infini, hein. Donc effectivement, les attaques par brute force essayent d'abord en fait les mots de passe les plus utilisés, password 1, 2, 3, 4. Il y a une documentation qui existe, hein, et on sait parfaitement quels sont les mots de passe qui sont le plus donnés. Donc on pourrait se dire que par mot de passe, ça va dépendre en fait de la puissance, enfin de la puissance du mot de passe que vous avez utilisé. Et on pourrait en fait peut-être arriver à un moment donné à rentrer sur le serveur avec plusieurs attaques successives. L'autre méthode par clé d'identification, tout simplement, ça va être, je vais garder une clé privée sur mon poste, j'envoie une clé publique sur le serveur, et il faut en fait qu'il n'y a que celui qui a la clé privée, qui correspond à la clé publique du serveur, qui va pouvoir se connecter. Ok? Donc je vais avoir une espèce de... comme si j'avais par exemple un mot de passe, si vous voulez, s'il y avait un mot de passe directement sur ma machine, et il n'y a que ma machine qui pourra se connecter au serveur. Voilà un petit peu l'idée de la clé. Donc j'aurai plus besoin forcément de la mot de passe du compte, mais j'aurai besoin que c'est ma machine qui va s'identifier en fonction de la clé qu'elle va posséder. Alors la deuxième méthode, elle est à privilégier, puisque celle-là, si vous n'avez pas la clé, eh bien il n'y a aucune chance que vous puissiez en fait rentrer sur le serveur. Ça ressemble, l'analogie ressemble vraiment beaucoup à quelque chose de physique, hein. Je veux franchir une porte, pour cette porte elle est fermée à clé. Si j'ai la clé, eh bien je peux la franchir. Si j'ai pas la clé, il n'y a aucune chance en fait que je puisse la franchir. Donc il me faut vraiment la clé physique pour pouvoir en fait rentrer dans mon serveur. Et bien c'est exactement la même chose que l'on va avoir ici. Alors pour la sécurisation de SSH, on va s'intéresser en fait à trois propriétés bien précises. On va s'intéresser à trois propriétés bien précises en fait dans le protocole SSH. On va s'intéresser à une propriété qui s'appelle permit root login, qui va me permettre de dire si le root a le droit de se connecter ou non avec SSH. Alors pourquoi est-ce qu'en fait pourquoi le root est considéré comme étant à part? Eh bien tout simplement il est considéré à part puisque root en fait est quelqu'un qui a tous les privilèges. C'est quelqu'un en fait qui a le droit en fait de tout faire, hein, de tout détruire, qui a accès à tout. Et donc effectivement root est traité comme un utilisateur à part. Ok. Autre problème de root, c'est que vous avez vu que lors de l'installation de Debian, en fait, on m'a demandé un mot de passe pour le root, mais jamais on m'a demandé un login pour le root. Ça veut dire que de base, effectivement, c'est toujours root R2OT qui est créé pour être l'administrateur. Et dans la possibilité où vous cherchez un couple login-mot de passe pour pouvoir vous connecter à une machine, si vous connaissez déjà le login, vous avez déjà une partie du boulot qui est fait. Il faudra encore trouver le mot de passe, mais le login, vous l'avez déjà. Donc effectivement, le protocole SSH va éviter assez rapidement de pouvoir vous connecter en route à distance. Donc vous pourrez toujours vous connecter en route directement physiquement sur la machine, mais vous ne pourrez pas vous connecter à distance. Deuxième élément que l'on va regarder, c'est ce qu'on appelle le password authentication. Est-ce que j'ai le droit de me connecter avec un password,
comme je l'ai fait tout à l'heure, ou est-ce que la seule façon de se connecter, c'est uniquement par clé, et dans ce cas-là, eh bien, soit j'ai la clé et je peux rentrer, soit j'ai pas de clé et je ne rentre pas. Ok, et le dernier, c'est PubKey Authentication. Bah, ça veut dire que soit vous pouvez vous authentifier par password, soit par clé, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une des deux, en fait, qui soit valable. Hein. Si vous mettez les deux à no, j'ai pas testé, mais normalement, ça voudrait dire que vous ne pouvez plus vous connecter à distance avec le protocole SSH. Alors, je vais vous proposer tout simplement de prendre ces éléments-là, de débuter en fait directement avec tout ouvert, c'est-à-dire je permets tout à tout le monde, et ensuite, dans un second temps, on va essayer de mettre en place les différentes authentifications pour limiter les différents accès. Ok, donc c'est ce que je vais faire directement. Je vais reprendre mon serveur qui est ici, Atlantis, et je vais donc aller sous le... Je vais donc aller tout simplement sur SSH. Alors, je vais juste le relancer. Hop. Je vais donc aller sous le répertoire ETC. Je vais aller ici sous SSH. Et ici, en fait, j'ai les fichiers de configuration de SSH. Notamment un qui s'appelle sshd config, dans lequel je vais voir les différentes informations. hd config, hop. Et là-dedans, bah, je vais retrouver en fait les trois propriétés. Là, j'ai tout en bas, j'ai le PubKey Identification qui est à yes de base, donc je peux me connecter avec une clé. Alors, je vais l'ouvrir déjà en édition, comme ça, on va directement modifier ce qu'il nous faut. Donc, je vais descendre un petit peu et alors authentification, permit root logging. Alors, permit root logging, en fait, on a trois possibilités. On a yes, no et prohibit password. Ça veut dire c'est les permissions que peut utiliser root. Alors, no, ça veut dire que root ne peut pas utiliser SSH. Yes, il peut utiliser SSH avec une clé et avec le password. Et prohibit password, ça veut tout simplement dire qu'il ne peut pas se connecter avec un password, il est obligé de passer par une clé. Alors nous, on va passer d'abord par le plus simple. On va lui dire tout simplement, je vais lui dire ici qu'il peut se connecter avec tout. Yes. Donc on va aller vraiment du moins sécurisé au plus sécurisé. Donc le root peut se connecter avec un login, avec une clé et avec un pass. Les clés publiques sont autorisées et je vais aussi autoriser les passwords, mais ça il doit l'être normalement. Password authentification, yes. Ok, il est tout en bas. Donc, root peut se connecter n'importe comment, enfin avec password et avec clé, et tous les autres utilisateurs aussi. La clé publique permet d'authentifier et le password également. Donc là, on est vraiment sur le moins sécurisé possible. On va enregistrer ça et donc on va essayer de voir un petit peu ce que l'on peut faire. Ok, donc là, pour l'instant, tout est permis. C'est-à-dire que ici, hop. Ici, par exemple, si je me connecte, maintenant je peux me connecter en route. En route, on me demande le password de route. Et root peut se connecter à distance, en fait, avec SSH. Ah, permission denied. Ah, j'ai peut-être pas relancé le... Oui. J'ai changé les permissions de route, mais j'ai pas relancé le... Hop. J'ai pas relancé le protocole. Il faut que sur la machine, en fait, effectivement, il faut que je fasse systemctl restart et il faut que je restart SSH pour que ça reprenne en fait la nouvelle configuration. Sinon, effectivement, si vous ne changez pas le service, vous avez juste changé le fichier de config, mais le fichier de config n'est lu que quand le truc démarre, quand le service démarre. Donc, permission denied, please try again. Bah, je vais réessayer, peut-être qu'il a compris cette fois-ci. Ouais, alors il a peut-être pas chargé, je vais quand même le remettre root Atlantis. Ok, et je suis dedans avec root.
Donc effectivement, il m'a connecté sur Debian. Donc là, vous voyez que root a la possibilité de se connecter avec un mot de passe. Ok. Donc ça, moi, j'en veux pas. Je veux pas qu'on puisse se connecter à distance avec root, que ce soit par mot de passe ou par clé. Je veux pouvoir me connecter avec un autre utilisateur qui éventuellement peut prendre les droits temporairement de root, mais je veux pas pouvoir me connecter avec root. Parce que sinon, ça veut dire que effectivement, on pourrait chercher en fait à s'authentifier avec root, on aurait déjà le login et on n'aurait que le password à trouver. Alors que d'utiliser un autre utilisateur, bah, ça fait déjà qu'il faut chercher aussi l'utilisateur qui peut se connecter. Ok, alors comment ça marche? Donc, effectivement, comme on dit toujours, l'administrateur sous Linux s'appelle toujours root. Donc ça veut dire que vous avez toujours en fait le login de l'administrateur. Donc effectivement, au niveau sécurité, on va essayer de faire en sorte que l'administrateur ne puisse pas se connecter. Alors comment je peux faire? Bah déjà, je peux faire deux choses. Dans permit root login, soit je peux dire no, donc ça veut dire en fait root ne peut jamais se connecter, que ce soit en mot de passe ou en clé, ou je peux mettre prohibit password, ça veut dire que déjà il ne peut pas se connecter avec un password. Il doit se connecter uniquement avec une clé que l'on va générer par la suite. Ok. Je rappelle que cette configuration est toujours uniquement pour SSH, je pourrais toujours me connecter en root directement en me connectant sur la machine. C'est pas ça le problème, c'est juste l'accès à distance en fait qui va être refusé à root. Alors en termes de sécurité, moi je vais déjà bloquer root complètement. Alors comment je bloque root complètement? Je vais retourner tout simplement dans mon fichier SSH, config, et je vais lui dire, voilà, permit root login, je vais lui dire, non, pas du tout. Ici, je vais changer ça, et je vais le mettre à no. Non, je ne veux absolument pas que tu puisses te connecter. Et donc, permit root login, je vais le mettre à no, ça veut dire que root ne pourra ni se connecter avec un password, ni se connecter avec une clé. Je quitte, je sauvegarde, et évidemment, il ne faut pas que j'oublie de faire un restart du protocole SSH pour prendre en compte la nouvelle config. Alors de l'autre côté, moi je suis connecté avec root. Donc je vais tout simplement sortir maintenant, et je vais essayer de me reconnecter avec root. Je vais rentrer le bon password. Hop. Et cette fois-ci, on va me dire permission denied. J'ai pas le droit de me connecter avec root. Ok. Bon. Tant pis. Donc maintenant, ce côté-là est déjà sécurisé. Je n'ai plus le droit de me connecter avec root, que ce soit avec un password ou que ce soit avec une clé. Donc, si quelqu'un essaye en fait de lancer des SSH sur mon serveur avec le login root en faisant en fait une attaque brute force, en faisant bouger mon password, en fait, quoi qu'il arrive, même s'il a le bon password, de toute façon, j'ai refusé la connexion à distance de root. Voilà. Donc, première chose est déjà réglée. Donc on est à un point où effectivement root ne peut plus se connecter via SSH, mais les autres utilisateurs le peuvent toujours. Ok. Par exemple, root ne peut plus, mais effectivement j'ai un autre utilisateur que j'ai créé qui s'appelle Algomius. Voilà, et lui, il peut toujours se créer. Lui, en fait, il peut toujours se connecter, il n'y a absolument aucun problème. Ah, je me suis peut-être trompé sur le mot de passe. Algomius Atlantis, si. Ah là là, c'est mot de passe. Voilà. Algomius est connecté, lui a encore le droit de se connecter avec un mot de passe. Ok. Alors on va se rendre compte que se connecter avec un mot de passe, là aussi ça peut poser problème, puisque effectivement on pourrait avoir, même si c'est un petit peu plus dur à trouver avec un utilisateur, comme par exemple ici, je pourrais aussi peut-être mettre la main un jour sur le login d'un utilisateur. Et donc une fois que j'ai son login, et bien pareil, je peux tout simplement faire varier son mot de passe, et en brute force, je vais peut-être aussi pouvoir me connecter à la machine. Ok, donc deuxième étape de sécurisation, je vais empêcher en fait tout le monde de pouvoir se connecter avec autre chose en fait qu'une clé. On va enlever l'accès par un mot de passe. Alors pour l'instant, on va le laisser le temps de mettre les clés en place, parce que si j'ai plus l'accès, je vais avoir du mal. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Alors, on va demander tout simplement à SSH
de créer en fait deux clés. Une clé publique, que je vais copier sur le serveur, et une clé privée à garder sur la machine qui veut accéder au serveur. Alors ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Habituellement, en cryptage, en fait, là, il y a deux clés, la clé privée et la clé publique. Et le nom, en fait, n'est pas anodin du tout. C'est-à-dire que votre clé privée, il ne faut absolument pas la donner à quelqu'un. Donc la clé privée, une fois qu'elle est générée, elle reste sur votre ordinateur et il ne faut surtout pas la donner, puisque quelqu'un qui détient une clé privée pourrait potentiellement, en fait, l'utiliser pour se connecter et usurper votre identité. La clé publique, en fait, elle est dérivée de la clé privée, donc c'est-à-dire qu'à partir d'une clé privée, je peux régénérer une clé publique, et elle va vous permettre, en fait, de savoir si le chiffrement est OK. En gros, chaque clé, en fait, a un rôle bien précis. La clé privée va chiffrer un message, mais elle ne sait pas déchiffrer un message. La clé publique peut déchiffrer un message, mais elle ne sait pas la chiffrer, par exemple. Et par contre, ce que sait faire la clé publique, c'est qu'elle est capable de dire que, effectivement, si je chiffre avec une clé privée et que je déchiffre avec la clé publique correspondante, j'ai de nouveau le message d'origine. Et donc la clé publique, tout ce qu'elle est capable de dire, c'est dire, puisque j'ai pu le déchiffrer, ça veut dire qu'elle a été chiffrée avec la clé privée que je connais. Et donc, comme elle connaît la clé privée, que les deux, en fait, la clé publique identifie sa clé privée, elle peut dire, ok, puisque j'ai reconnu la clé privée de cette machine, ça veut dire que cette machine est reconnue et qu'elle a le droit de se connecter. Voilà un petit peu comment ça marche. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, les protocoles de chiffrage, mais si on commence à les expliquer, on va aller un petit peu au-delà de ce que je voulais faire avec cette vidéo. Donc la clé privée à garder jalousement sur sa machine et à ne surtout pas en fait divulguer. Les deux clés sont liées par un algorithme mathématique, tout simplement, et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc celui qui détient la clé privée qui est associée à la clé publique qui se trouve sur le serveur peut se connecter également. Alors attention. Alors, générer une clé sur SSH, tout simplement ça se fait avec un petit utilitaire qui s'appelle SSH Keygen, donc générateur de clés, et vous pouvez donner plusieurs choses à Keygen. Vous pouvez dire par exemple le mode d'encodage de la clé. Ici on va utiliser l'encodage ED 25519 qui est un encodage qui est reconnu comme étant plutôt intéressant, plutôt correct. Et on a aussi une deuxième propriété qui permet de saisir un commentaire. Alors à quoi ça sert de mettre un commentaire dans la clé ? Ça va permettre en fait, par exemple, si jamais vous avez plusieurs clés sur votre serveur, au bout d'un moment, la clé c'est quoi ? C'est juste une suite en fait de chiffres, de nombres et de lettres. Donc en fait, vous ne savez plus à quoi correspond la clé. Le fait de mettre un commentaire, ça va permettre de mettre à côté de la clé en fait une information en clair pour dire ça c'est la clé par exemple qui permet à telle machine de se connecter. Et le jour où vous avez du ménage à faire, par exemple, qu'il y a des machines qui n'ont plus à se connecter au serveur, vous arrivez à retrouver facilement en fait leur clé. Sinon, ça peut être un petit peu plus complexe. Ok. Donc l'idée, c'est que le script SSH Keygen va générer deux clés, la clé privée et la clé publique correspondante. La clé privée ne doit surtout pas bouger de votre répertoire SSH, et la clé publique, vous allez l'emmener en fait sur le serveur, et c'est ça qui va permettre de faire le lien. Une fois que la clé publique sera sur le serveur, elle permettra d'identifier si un message a bien été encodé avec la clé privée. Et c'est ce qui va permettre en fait d'assurer la liaison entre les deux. Ok, alors on essaye, on va lancer un keygen et on va regarder comment ça fonctionne. Cette fois-ci, je me remets donc en fait sur ma machine locale, donc c'est l'ordinateur en fait sur lequel je fais cette vidéo, et je vais donc utiliser SSH Keygen. Je vais préciser quel est l'encodage que je vais utiliser, enfin quel est le SSH Keygen -T, et je vais faire un ED 25519 et je vais mettre en commentaire je vais identifier un petit peu la machine, peu importe, post Algonus. Allez. Voilà. Tac. Alors, il va me demander tout simplement generating public private avec le protocole ED 25519, interfile in which to say save the key, et par défaut, si jamais je ne lui donne rien, il va le mettre sous mon user, sous .ssh, et il va créer l'ID.
Je ne veux pas changer. Enter passphrase, ça c'est quelque chose qui permettra en cours de sécuriser les documents, c'est-à-dire que vous pouvez donner une petite phrase et que si jamais vous voulez consulter ces fichiers, il faudra redonner cette phrase pour pouvoir les utiliser. Moi je ne vais pas en utiliser ici. On confirme la passphrase et effectivement, vos deux fichiers ont été générés. Ok. Donc voilà un peu tout simplement, ma clé a été générée. Donc il suffit que je me rende maintenant sous la partie utilisateur chez moi et dans le SSH. .ssh. Voilà. Et vous voyez que les deux clés ont été générées. Vous avez l'ID ED25519 et vous avez la publique.pub et la privée. Alors je ne vais pas les ouvrir, hein, tout simplement parce que effectivement, je vais pas les ouvrir parce que effectivement il y a la partie, c'est les clés en fait qui vont me permettre de m'identifier sur le serveur. Donc si je les ouvre et que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien effectivement vous allez pouvoir vous identifier sur mon serveur. Mais encore que c'est pas tout à fait vrai puisque il va faire une concordance entre la clé et l'adresse IP. Mais c'est quand même quelque chose où normalement on ne dévoile pas sa clé privée, puisque effectivement c'est ce qui permet de faire le lien et l'identification du serveur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Celle-là, il faut que je la garde jalousement chez moi. C'est la clé privée. Il ne faut pas que je la montre à quelqu'un, il faut que je la garde ici. Et ça, c'est ma clé publique. Celle-là, par contre, il faut que je l'envoie sur mon serveur pour que mon serveur puisse l'utiliser et m'authentifier en fait quand je vais me connecter sur le serveur. Alors où elle est cette clé? En fait, elle est sous .ssh, ici. Et elles sont ici, ces deux clés. Donc il faut que la publique, je l'envoie en fait directement sur mon serveur. Voilà. Donc là, ça résume un petit peu ce que je vous ai dit, hein, c'est qu'effectivement, le serveur veut être sûr que l'accès est demandé par une machine de confiance. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, le serveur va envoyer un fichier. La machine distante va chiffrer ce fichier avec sa clé privée. Le fichier va revenir chiffré. Le serveur va le décoder avec la clé publique. Et s'il arrive à le décoder, ça veut dire que il a bien été chiffré par la clé privée qui correspond à la clé publique qu'il a chez lui. Et donc, ça veut dire que la connexion est sécurisée. Il a bien en face de lui, en fait, une machine qui est capable d'utiliser le même protocole de chiffrement que lui, il a pour déchiffrer. Voilà. Donc on va maintenant s'occuper de copier la clé publique et de l'envoyer en fait directement. Je vais l'envoyer directement en fait sur mon serveur. Alors comment je vais faire ça? Je vais me connecter ici et je vais dire voilà, je vais utiliser le protocole SCP. Alors le protocole SCP, je ne suis pas obligé de l'autoriser en fait sur la machine, sur mon serveur, puisque c'est un protocole qui découle de SSH. Donc puisque SSH est installé et est autorisé sur la machine, eh bien SCP l'est aussi. SCP est un protocole tout simplement de transfert de fichiers, c'est-à-dire qu'il va, par exemple, vous avez la commande MV qui permet par exemple de déplacer un fichier dans une arborescence, et bien SCP permet juste de déplacer un fichier, ou de copier un fichier, mais pas seulement sur une seule machine, mais il permet de copier en fait le fichier d'une arborescence d'une machine dans l'arborescence d'une autre machine. D'ailleurs, SCP, voilà, c'est le Secure CP, hein, vous retrouvez le CP de copie. Donc on va prendre mon fichier public, qui est là. OK. Et on va le copier où? On va le copier, je vais me connecter avec Algomius @Atlantis, deux points, et je vais mettre ça dans Home User, Algomius. Voilà. Pouf. Alors, évidemment, puisque je veux me connecter en tant qu'Algomius sur Atlantis, il me redemande le mot de passe d'Algomius pour pouvoir effectuer la copie. Hop. Et il me dit, voilà, le transfert a été effectué de IDED25519.pub, il a été envoyé, et il se trouve maintenant dans Home Algomius sur la machine. Ok, ça marche. Donc ça veut dire qu'il est là. Si je me connecte... Alors je suis toujours en route, hein, alors je pourrais
Je suis toujours connecté en route, bon ça va pas changer grand chose. Si, je pourrais peut-être arrêter de me connecter en route, puisque j'ai les droits sudo. Ouais. Il va revenir. Je vais me connecter maintenant, prendre les bonnes habitudes dès le début. Je vais arrêter de me connecter en tant que route. Hop. Voilà. Je vais me connecter en tant qu'Algomus sur mon serveur. Voilà, je suis connecté en Algomus, j'arrive directement sous mon home, et sous mon home, effectivement, je récupère IDE machin, qui est la clé publique. Ok. Donc, là-dessus, je vais essayer de voir s'il y a un fichier .ssh qui existe. Donc, il faut que j'affiche aussi, je vais faire un ls-lia pour voir aussi tout ce qui commence par un point, qui sont en fait les répertoires et les fichiers cachés. Alors là, j'ai quoi? J'ai du bash history, bash logout, bash rc, .profile. Ok, ça c'est des fichiers de config. Moi, je vais créer en fait mkdir. Je vais créer en fait un directory qui s'appelle .ssh qui va stocker en fait tous les fichiers de configuration, toutes les clés en fait pour .ssh. Ok. Et dans ce fichier ssh, bah, je vais faire un move de id.pub dans .ssh. Voilà. Donc je vais me mettre dans SSH, je vais faire un ls, et mon fichier pub, il est là. Ok, maintenant comment je vais faire en sorte de faire en sorte que cette clé, eh bien, elle soit utilisée par SSH. Eh bien, en fait, le répertoire SSH que je viens de créer va contenir les clés publiques, et ces clés publiques, en fait, vont devoir être stockées dans un seul et même fichier qui s'appelle Authorized Keys. Alors, pour l'instant, j'ai qu'une seule clé, donc c'est pas forcément un problème. Je vais tout simplement dire, je vais prendre ID machin, et je vais tout simplement le renommer. Et les autres clés que je vais avoir, bah, je vais juste les ajouter, en fait, à la fin de ce fichier. Alors, il faut juste pas que je me trompe. Authorized Keys. Ok. Je fais un ls-lia juste pour voir. Ok, j'ai Authorized Keys. Ok, donc là, en fait, c'est tout simplement sur ce fichier que eh bien, SSH va se baser. Et si jamais la clé publique, en fait, de la connexion est là-dedans, eh bien, la connexion va être autorisée. Ok. Alors, je m'aperçois encore que j'ai des droits un petit peu bizarres sur Authorized Key. Moi, je voudrais pas que quelqu'un d'autre que mon propre user, en fait, puisse les utiliser. Là, vous voyez que sur Authorized Key, j'ai aussi des droits pour le groupe ou pour les autres. Moi, je vais les enlever. Je ne vais garder que les droits de modification, de lecture et d'écriture pour moi. Et je vais fixer les droits des autres, en fait, à 0. Voilà. Sur Authorized, voilà. ls-lia. Voilà, donc il n'y a plus que l'utilisateur moi-même qui a les droits R et W. Ok, read et write. Et je vais faire pareil, en fait, sur le répertoire SSH. Parce que je crois que lui aussi, il a des droits. Oui, je vais enlever les droits aux autres. Donc sur un répertoire, les droits RWX, c'est tout simplement read, write et accès. Là aussi, je vais enlever. Je vais garder read, write et access sur le user et je vais l'enlever à tous les autres sur le répertoire SSH. Voilà, comme ça, il n'y a plus que moi qui ai le droit, en fait, de modifier les clés SSH. Et je laisse la possibilité à personne d'autre de le faire. Ok, ça marche. Donc, on a créé la clé publique, on l'a enregistrée, et donc maintenant, normalement, on va essayer de voir si on peut se connecter directement avec cette clé publique. Alors, la dernière chose qu'on va faire, c'est que maintenant, on va interdire de se connecter, en fait, à mon serveur avec autre chose qu'une clé. Et donc, je vais supprimer l'accès, en fait, par password.
Alors comment ça se fait? Bah, on va tout simplement retourner sur etc. On va retourner dans le répertoire qui gère SSH. Et une fois de plus, on va aller modifier le fichier qui s'appelle sshd config. Voilà. Et là-dedans, je vais tout simplement chercher. Alors, permit root login, il était à non, ça c'était bon. Public key authentication, on va le laisser à yes, ça va leur par défaut. Et il doit y avoir un truc qui s'appelle authentification par password. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, password authentification, voilà. Alors ici, celui-là, je vais le rectifier. Alors, est-ce que je suis obligé de... Ah, est-ce que je suis obligé de... Oups. Il va pas me laisser faire. Ouais. Hop. Il va pas me laisser le modifier. Ah là là là. C'est pas comme ça qu'on quitte? Si? Bon, on va quitter ça un peu à la barbare. Oui, effectivement, j'ai oublié tout à l'heure, j'étais root en fait quand je l'ai pris en place. Donc il faut effectivement que je fasse un sudo vi pour avoir le mot de passe. Sudo mot de passe de Algomius. Pour momentanément récupérer le mot de passe root et donc pour les droits root. Et maintenant que je les ai, je vais faire un password authentification. Hop, je vais le passer à... Non, je ne veux plus que tu puisses te connecter avec un password. Password authentification, no. Je sors et je valide l'écriture, un WQ. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il faut aussi que je n'oublie pas de CTL, il faut que je fasse un restart de SSH pour qu'il prenne en compte... Ah oui, il faut que je fasse un sudo maintenant. Hop. Et donc normalement, SSH a été redémarré. Alors comment je peux vérifier que SSH a été bien correctement redémarré? Je vais reprendre mon invite de commande et normalement ici je n'ai plus le droit de me connecter en tant que Algomius. Alors si, je vais pouvoir me connecter puisqu'effectivement j'ai mis la clé publique, mais il ne va plus me demander le mot de passe. Je vais me connecter en SSH à Atlantis et vous voyez que je suis automatiquement connecté, il ne m'a pas demandé mon mot de passe. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que sur l'ordinateur sur lequel je me trouve, j'ai bien la clé privée qui correspond à la clé publique que je viens de mettre dans les clés autorisées de mon serveur. Et donc, en fait, il arrive à faire le lien entre les deux. Et Algomius, maintenant, se connecte sans faire de mot de passe. Alors, ça ne veut pas dire que parce que je ne mets pas de mot de passe, c'est pas sécurisé, hein, bien au contraire. Il n'y a que, en fait, cette machine-là qui contient la clé privée qui va permettre, en fait, de se connecter au serveur distant. Voilà. Donc, maintenant, j'ai tout qui est en place, root ne peut plus se connecter à distance, et mon seul utilisateur que j'ai, alors les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à distance non plus, et le seul utilisateur qui pour l'instant peut se connecter, le fait grâce à une clé privée, en fait, que je suis le seul à connaître. Voilà un petit peu le mécanisme d'authentification qui se cache derrière SSH, et donc j'ai maintenant une liaison SSH qui est sécurisée. Ok. Ça marche. Donc tout ça on a fait, on a enlevé la possibilité de s'authentifier avec un password, ça on l'a fait, et on a laissé en fait la possibilité de s'identifier avec une clé publique, avec un couple clé publique, clé privée, et donc on a testé notre connexion, tout fonctionne. Encore quelques petites étapes de sécurisation de notre serveur, avec deux petites étapes. La première, c'est tout simplement d'installer et de configurer un firewall. Alors qu'est-ce que c'est qu'un firewall? Vous pouvez le voir en fait comme un filtre, si vous voulez. Vous pouvez voir en fait le serveur, on peut accéder à un serveur par plusieurs portes, et ces portes en fait on appelle ça des ports. Et le firewall en fait tout simplement ce que je vais dire c'est que je vais fermer toutes ces portes,
et puis je ne vais rouvrir en fait que celles dont je me sers. Alors par exemple, quelles sont les portes qu'il ne faut absolument pas fermer? Bah là, je vois que je me connecte en fait à mon serveur en utilisant le protocole SSH. Donc il ne faut absolument pas que je ferme la porte que le protocole SSH utilise. Sinon, bah, je vais avoir vraiment des problèmes. Donc le but du firewall va être tout simplement de laisser passer les paquets autorisés et de rejeter les autres. Et donc tout simplement, il va dire, voilà, bah, tout ça, vous n'avez pas à y rentrer, vous n'avez rien à faire sur ce serveur, porte fermée. Et si jamais il rencontre quelque chose qu'il a le droit d'effectuer, eh bien il va laisser passer les paquets vers la machine. Alors, j'ai pas encore une connaissance du firewall qui est très extensible, donc je vais partir en fait d'un principe de base. Je vais prendre un firewall, je vais tout fermer toutes les portes, et ensuite je ne vais rouvrir que celles que j'utilise. Donc pour l'instant, je n'utilise que SSH. Le jour en fait où je vais mettre en place un serveur d'application, je vais rouvrir petit à petit toutes les portes. Pas toutes, hein. Mais je vais ouvrir par exemple, je vais mettre un serveur applicatif en place, il va falloir que je réouvre la porte par exemple pour HTTP. Voilà, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, je vais tout sécuriser, je vais tout fermer, et je vais juste rouvrir le protocole SSH. Ok, alors comment est-ce qu'on installe ce firewall UFW, donc Uncomplicated Firewall? Je vais tout simplement utiliser de nouveau l'application de gestion de paquets, apt, et donc tout simplement, je vais utiliser, voilà, je suis connecté en tant qu'Algemus, donc pour installer, il faut un sudo. Je vais faire un apt install UFW. Voilà. On me demande si je veux continuer, oui. Ok, et donc effectivement, voilà, mon firewall a été installé, normalement, tout fonctionne. Ok, donc maintenant, est-ce qu'il est là? C'est where? Non, which UFW, ok, bon, il doit être installé, on va regarder, il est peut-être juste pas démarré. Donc ce que je vais faire tout simplement, UFW est introuvable. Qu'est-ce que j'ai installé? Ah. Il va falloir que je fasse un sudo pour le... Hop. Ok. Donc, UFW, effectivement, là, je vais avoir tout ce qui me permet de gérer mon firewall. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dire que, par défaut, je vais interdire, en fait, tout. Je vais tout interdire. Ok, donc, je vais dire, voilà, par défaut, tu supprimes tout ce qui arrive vers le serveur, donc incoming. Ok, donc je deny tout ce qui est incoming, c'est-à-dire que tout ce qui vient de l'extérieur, je ne veux pas le laisser passer. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ensuite, je vais dire que je vais permettre de laisser passer tout ce qui sort, c'est-à-dire tout ce que le serveur envoie. Par contre, bah oui, il y a une porte qui peut être franchie dans les deux sens, hein, soit en entrée, soit en sortir. Donc je vais empêcher tout ce qui rentre dans le serveur, mais je vais autoriser tout ce qui sort du serveur. Donc je vais faire un allo outgoing. Ok, maintenant, tout ce qui rentre est supprimé, tout ce qui arrive, tout ce qui doit rentrer dans le serveur est supprimé, tout ce qui sort du serveur, eh bien, tout simplement, reste. Maintenant, le problème, c'est que moi, je veux me connecter à distance avec le protocole SSH. Donc, il ne faut pas que j'oublie de dire que le protocole SSH, lui, il a le droit de rentrer. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà, mon petit firewall, tu vas quand même me permettre, en fait, d'utiliser SSH. Lui, je veux bien qu'il rentre. Ok. Et maintenant qu'il y a toutes les règles dans le firewall, je vais lui dire, mets-toi en route. Donc, je vais utiliser enable. Voilà, firewall is active and enabled on system startup. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que le système va redémarrer, il va automatiquement lancer le firewall qui va en suivre les règles que je lui ai données. Alors si jamais j'ai oublié les règles, eh bien je vais tout simplement utiliser la commande status qui va me dire en fait où il en est. Status verbose va me dire voilà, eh bien mon firewall est actif. Voilà, par défaut, il a un deny incoming et il a un allow outgoing. Ok. Et qu'est-ce qu'il a en fait? Qu'est-ce qu'il allow?
il permet en fait d'utiliser le port 22, et le port 22, c'est celui qui correspond effectivement à SSH. Ok, donc on va juste vérifier, le firewall est en route, on va juste vérifier qu'on peut toujours se connecter avec mon utilisateur, sinon ça me posera un petit peu de problème. Je me reconnecte avec Algonius, ça marche. Donc effectivement, lui, on est bon. On est bon de ce côté-là. On a bien en fait un firewall qui fonctionne, mais qui laisse quand même rentrer la connexion SSH. Sinon, je risquerais d'avoir un problème. Ok, ça marche. Donc ça, c'est résumé ici. Hein. J'ai fixé des règles de base. Pareil, c'était un truc... Le firewall, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai certainement. Hein. Là, je suis vraiment dans une configuration assez sécurisée et de base. Pareil, les connaissances venant sur le firewall, on refera probablement des vidéos pour voir un petit peu comment ça fonctionne un petit peu plus dans le détail. Là, je suis vraiment parti dans une optique vraiment sécurisée en disant, voilà, je laisse rien rentrer sauf SSH et je permets les sorties. Voilà. Et ça me permettra en fait d'apprendre progressivement comment en fait débloquer les différents éléments du firewall. Ok. Alors tout à l'heure, on avait parlé de l'attaque par force brute. L'attaque par force brute, c'est tout simplement essayer toutes les combinaisons possibles pour pouvoir rentrer ou se connecter sur une machine. Ok. Par exemple, je vais lancer un SSH et j'essaye toutes les combinaisons en fait de login mot de passe jusqu'à ce que je puisse rentrer sur la machine. Alors la force brute en fait est très souvent calquée sur un très très grand nombre d'essais. Et on y arrive effectivement. Et le but en fait pour compenser, enfin pour bloquer une attaque par force brute, c'est justement de faire perdre du temps à l'assaillant. C'est-à-dire que s'il peut tester des millions de combinaisons par seconde, ben en fait il va pouvoir tester énormément de choses. Si par contre au bout d'un moment vous le bloquez et vous lui dites voilà, au bout de 3 essais infructueux, je te bloque pendant 10 minutes, bah, ça veut dire que si toutes les 10 minutes vous lui bloquez en fait les accès, bah, il va avoir du mal à tester des millions de combinaisons. Bah, l'idée en fait elle est tout simplement là. Si vous détectez en fait que quelqu'un est en train d'utiliser ce genre d'attaque, comment ça va se détecter? Bah, tout simplement il y aura des dizaines et des dizaines par exemple d'essais de connexion SSH infructueuses, c'est-à-dire qu'il y a par exemple la même machine va essayer de se connecter je ne sais combien de fois de suite en fait à votre machine. Et donc ça on va essayer de le détecter. Et on va essayer de le détecter, et pour le détecter, on va de nouveau utiliser un petit programme qui s'appelle Fail2ban. Fail2ban, en fait, est un petit utilitaire qui permet de détecter les tentatives répétées, et si jamais il y a des tentatives répétées d'utilisation, par exemple, du protocole SSH, ou d'autres choses, ou d'autres protocoles, eh bien, il va bloquer automatiquement dans le firewall la machine qui essaye de faire ces accès-là. En gros, imaginons, par exemple, quelqu'un se connecte à SSH, et en quelques secondes, il s'aperçoit en fait que 5 fois il a essayé de se connecter, mais qu'il a donné un mot de passe faux. Eh bien, Fail2ban va dire, bon ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que cette machine, je vais la bloquer 10 minutes. Voilà. Ça va comme ça ralentir en fait le nombre d'essais que va pouvoir faire en fait un assaillant. Alors je vous propose de regarder un petit peu comment installer Fail2ban et comment utiliser aussi quelques règles, mettre les premières règles en place pour pouvoir l'utiliser. Alors la première chose qu'il faut faire, évidemment, c'est, encore une fois, on va installer Fail2ban. Alors comment ça marche? Je vais toujours faire un apt install Fail2ban. Voilà, je veux continuer, oui, donc il me dit qu'il y a effectivement des installations de dépendance. Voilà, il me fait l'installation complète, et Fail2ban est maintenant installé. Ok, alors je vais vérifier déjà le service en faisant par exemple un système CTL, donc ça c'est toujours la même chose, c'est la commande qui vérifie les services et qui regarde en fait le statut de Fail2ban. Alors Fail2ban il me dit quoi? Il me dit que effectivement il est actif, ça va, il est running, il y a le manuel, ok, il m'explique un petit peu tout, ça marche. Ok, donc il est en place. Alors comment ça marche? Alors Fail2ban, c'est en fait un logiciel, et il va falloir lui fixer des règles, c'est-à-dire en fait de lui dire au bout de combien en fait d'essais tu vas bloquer telle machine. Et donc ça va se faire assez facilement. Alors on connaît maintenant la chanson,
Tout ce qui est paramétrage, c'est toujours dans le répertoire ETC. Et dans le répertoire ETC, maintenant, avec l'installation de fail to ban, je m'aperçois que j'ai de nouveau un répertoire fail to ban. Il est tout en bas de la deuxième colonne. Et donc, je vais pouvoir aller directement dans ce répertoire-là. Et là, j'ai tous les fichiers de config de fail to ban. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer en fait ce qu'on appelle une prison locale, donc une jail, jail.local. Et dans cette prison locale, je vais créer des règles en fait pour mes différents protocoles. Par exemple, alors on a des exemples, par exemple dans failtoban.conf. Si je regarde ce qu'il y a dans failtoban.conf, c'est tout simplement un fichier qui vous permet en fait de, ça vous donne en fait des idées de règles, ça vous donne des petites règles à mettre en place. Et donc là, on regarde un petit peu comment fonctionnent les différents éléments. Et moi, ce que je voudrais, en fait, c'est mettre en place une règle qui me permette de dire, voilà, si quelqu'un essaye plus de 3 fois de se connecter avec le protocole SSH et que ça ne marche pas, alors j'ai déjà dit que ça ne marche pas avec le mot de passe, hein, donc c'est quelqu'un qui essaierait de se loguer avec le protocole SSH en utilisant une clé, mais qui n'est pas la bonne. Ben, s'il essaye 3 fois de suite et que ça ne marche pas, eh ben, tu bloques la personne pendant 60 secondes. Voilà la règle que je vais essayer de mettre en place. Alors je vais me créer, en fait, à partir de ce fichier, je vais copier ce fichier qui s'appelle jail.conf, et je vais me créer, en fait, une prison locale que je vais appeler jail.local. Alors je sais jamais s'il faut un E, non, il n'en faut pas, je pense. Ah oui. Hop. Voilà. Donc maintenant, j'ai un fichier qui s'appelle jail local. Et dans ce jail local, je vais en fait l'ouvrir. Et je vais essayer en fait de créer des règles. Alors, quelle est la règle que je veux mettre en place? Je veux créer une règle en fait sur SSHD. Donc là, par exemple, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier-là. Donc vous avez les max retry, vous avez les matches, à chaque fois il vous explique en fait ce que vous pouvez faire. Ok, mode normal, action. Ok. Donc là par exemple on va créer un jail sur SSHD. Ok. Mode normal. Alors qu'est-ce que c'est mode normal? Je ne sais plus ce que c'est mode normal. Alors là, vous avez déjà des petites, voilà, comment est-ce que je peux, sur un serveur SSH, comment je peux créer ma jail. Alors ce que je vais faire tout simplement ici, je vais dire, voilà, j'ai pas fait le VI. J'ai pas fait le sudo sur le VI, et donc du coup, effectivement, il râle. Là, je vais créer en fait mon jail SSHD, commencer à avoir de plus en plus de lettres. Hop, les jails, ils sont là. Alors, je vais utiliser, en fait, hop, je vais faire un port ici. Je vais faire un insert, et je vais faire un enabled égale true. Pour dire, en fait, effectivement, celui-là, il est enabled. Le port, c'est le SSH. Ok. Je vais lui dire, bon, les chemins de log, je ne vais pas les changer. Ça a l'air bon. Je vais lui dire, voilà, max retry. Max retry. C'est-à-dire combien de fois il a essayé. Je vais dire s'il a essayé 3 fois. Ok. Et ban time, ça veut dire que si jamais il a essayé 3 fois, je vais le ban pendant 600 secondes, donc je vais le ban pendant 10 minutes. Voilà. Donc une personne qui essaie de se connecter avec le mauvais, la mauvaise truc SSH, la mauvaise clé SSH, va être bannie en fait pendant 10 minutes. Alors attention avec le ban time, hein, le but c'est toujours de faire perdre du temps à un assaillant, mais c'est pas non plus moi, comme je vais essayer plein de trucs en fait sur ce serveur,
Le but, c'est pas non plus de me bloquer 8 jours parce que je me suis gouré dans un SSH. Donc voilà, j'ai effectivement mis tout ça en place. Il ne me reste plus qu'à sauvegarder. Jail local a été correctement mis en place. Voilà. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'à chaque fois que je change les fichiers de config, ça ne change pas. Il faut naturellement que je restarte. Et il faut que je restarte évidemment le service. Hein. Donc systemctl restart fail to ban. Cette fois-ci, il faut que je restart. Ah oui, avec le sudo toujours. Ça marche. Donc fail to ban maintenant est relancé. Et donc maintenant, on va juste regarder ce qu'il fait. On va faire un fail to ban. On va regarder le fail to ban client. On va regarder ce qu'il fait. Status SSHD. Je vais regarder en fait ce qu'il fait pour SSHD. Hop. Et effectivement, vous voyez qu'il est en place. Et il me dit, voilà, currently failed 0, total failed 0, et il me crée effectivement encore un fichier de log pour voir en fait que tout s'est bien passé. Pour l'instant, il a banni aucune IP dans la liste. On verra à l'usage un petit peu comment tout ça fonctionne. Mais en tout cas, il est en cours sur SSHD. Voilà, status for the jail SSHD, donc il a pris en compte les règles que je lui ai fixées. Donc si quelqu'un se trompe plus de 3 fois de suite, il sera banni pendant 10 minutes. Ok, ça marche. Donc on a un firewall et on a aussi un petit outil. Là aussi, ça mériterait de rentrer un petit peu plus dans le détail, mais là je rentre vraiment dans une configuration de base. Ça mériterait plus de détails pour voir comment fonctionne vraiment fail to ban. Dernier élément qu'on va voir ensemble, c'est on va essayer de voir comment sécuriser les services inutiles. Là, vous avez en fait une commande qui est SS Socket Analytics qui permet de connaître les ports ouverts et les services qui les utilisent. Et donc, en fait, SS vous propose tout simplement, vous avez toute une liste d'options pour voir quels sont les ports TCP/IP, quels sont les ports UDP. Donc, si on veut tous les voir, on va juste faire SS-TULPN. On va regarder ça. SS-TULPN. Voilà. Et donc, vous voyez que les services qui sont ouverts ici, il n'y en a pas des masses. Il n'y a pas de process. Pourquoi on ne voit pas les process? Bon. Donc, effectivement, on a les ports qui sont ouverts. Alors, on voit que les ports TCP, c'est les ports 22. Donc, c'est ce qui correspond à SSH. Je suis surpris, normalement, ça devrait apparaître dans les process. Et qu'est-ce que c'est que les ports UDP? Les ports UDP, normalement, c'est les clients DHCP. C'est-à-dire, c'est les clients DHCP vous permettent en fait à la machine de récupérer, tout ce qu'on l'a vu tout à l'heure, les adresses IP par exemple, pour s'identifier sur le réseau. Donc pour l'instant, j'ai que ces deux protocoles d'activer, donc pour l'instant, j'ai rien d'autre d'activé. J'ai rien d'autre d'ouvert, donc ça fonctionne. J'ai rien ouvert de ce dont je n'ai vraiment pas besoin. Et donc effectivement, j'ai une configuration maintenant qui est en place. Donc mon serveur maintenant, je vais pouvoir l'isoler, je vais pouvoir le connecter directement au réseau. Je vais pouvoir y accéder directement avec mon protocole SSH et je vais pouvoir continuer à travailler à distance. On voit qu'avec le protocole SCP, je peux aussi échanger des fichiers, donc en fait, je suis assez libre de ce que je peux faire avec ce serveur-là. Dernière étape sur ce côté sécurisation, l'OS en lui-même, donc Debian qui est ici utilisé, propose en fait des mises à jour de sécurité assez régulièrement. Alors les mises à jour de sécurité, c'est quoi? Eh bien si jamais il y a une faille de sécurité qui a été découverte sur l'operating system, sur l'OS, eh bien effectivement, des développeurs travaillent dessus pour la corriger dans les meilleurs délais, et effectivement, on aimerait que les failles de sécurité soient corrigées à chaque fois qu'on a une mise à jour en fait à ce niveau-là. Et ça, Debian nous permet de le faire. On a en fait un paquet que l'on peut installer qui est Unattended Upgrades, qui permet de faire automatiquement les mises à jour de sécurité. Alors uniquement sécurité, c'est-à-dire que ça ne met pas à jour automatiquement
tous les paquets que vous avez sur votre système d'exploitation. C'est uniquement la sécurité. Et donc effectivement, c'est ce que l'on va faire. On va donc installer ce paquet pour que automatiquement je sois toujours à jour en termes de sécurité de l'OS. Alors, toujours la même chose, hein, pour que ça fonctionne, je vais effectivement... Hop. Je vais être obligé effectivement de nouveau d'utiliser mon sudo. Hop. J'ai perdu ma machine. Ok. Donc je vais faire tout simplement un sudo apt install de ce paquet qui s'appelle unattended upgrades. C'est tiré? Ouais, c'est tiré. Ok, ça marche. Bon, tout s'installe correctement, voilà. Et maintenant, en fait, le truc, c'est que ce paquet a été installé. Maintenant, je vais tout simplement le lancer. Et le lancer, en fait, je vais utiliser un petit outil qui s'appelle dkp dpkg reconfigure, qui va en fait relancer la reconfiguration de ce paquet. Donc ça veut dire tout simplement, il va me demander ce que je veux vraiment. Unattended upgrade. Voilà. DPKG. Non, c'est pas DPKG. Comment il s'appelle déjà ce paquet? Reconfigure. J'ai toujours un doute sur ce truc-là. Je sais pas, je le tape mal. Bah si, ah, bah oui, mais non, bah oui. Bah oui. Tous les coups, il faut être admin. Ok. Applying updates. Alors, configuration of the unattended upgrades. Applying updates on a frequent basis is an important part of keeping system secure. Ok, donc il vous dit qu'il va le faire par défaut. By default, updates need to be applied manually using package management tools. Donc il dit normalement par défaut, je devrais le faire manuellement. Mais alternatively, you can choose to have this system automatically download and install important updates. Donc là, il vous demande si vous voulez choisir l'alternative de télécharger et d'installer les modifications importantes automatiquement. Et donc, automatically download and install stable updates, je vais répondre oui. Alors c'est marrant parce qu'en fait, il me pose toute la question en anglais et il me demande la réponse en français. Donc je vais répondre oui. Et donc effectivement, voilà, il me dit qu'il a créé une config pour les auto-upgrades, et donc effectivement à partir de maintenant, eh bien, mon serveur va prendre automatiquement les mises à jour de sécurité et les appliquer. Ok. Bon. C'est tout ce que je voulais faire. Bon, bah, c'est pas mal. On a donc une IP fixe, on a une connexion sécurisée avec SSH, on a mis en place un firewall de base très basique, hein, qui ne laisse passer que SSH. On a mis un fail to ban qui permet d'éviter en fait d'avoir quelqu'un qui cherche par force brute à décoder un mot de passe. Et puis on a mis à jour les mises à jour de sécurité les plus critiques. Ok, bah, on a bien avancé sur l'aspect sécurité de notre serveur. Voilà, donc notre projet se poursuit, notre serveur Debian a reçu encore une couche supplémentaire, cette fois-ci une couche un petit peu plus sécurité. On a vu un petit peu comment se connecter à distance sur notre serveur, on a vu comment lui attribuer une IP fixe pour toujours en fait se connecter de la même manière, et on a vu aussi comment sécuriser un petit peu notre connexion SSH. On a survolé un petit peu comment fonctionne une connexion SSH avec des clés, même si effectivement il faudrait rentrer un petit peu plus dans les détails et regarder un petit peu quel est le protocole de chiffre, enfin l'algorithme de chiffrement qui se cache derrière, pour l'expliquer un petit peu plus en détail. On a donc maintenant un serveur auquel on peut se connecter à distance de manière sécurisée.
Il y a un firewall basique dessus qui permet de bloquer la plupart des ports qui sont en place, et on a un fail to ban. Là aussi, on a mis une petite règle en place sur l'utilisation du protocole SSHD. Là aussi, c'est simplement un utilitaire que l'on a commencé à regarder, qui nécessiterait peut-être encore d'aller un petit peu plus dans le détail pour vérifier son fonctionnement. Les mises à jour de sécurité sont en place, et donc maintenant on a un serveur qui est pleinement fonctionnel et qui va pouvoir prendre sa place sur le réseau. Prochaine étape maintenant, eh bien ce serveur, petit à petit, on va le dessiner à devenir un serveur applicatif. Serveur applicatif veut dire effectivement qu'on va faire tourner des applications dessus, peut-être des parties back-end par exemple de site internet, tout ce genre de choses. Et donc la prochaine étape, ça va être de nous intéresser à un autre protocole, le protocole justement des sites internet, le protocole HTTP. Et donc on va essayer de voir un petit peu comment ce protocole fonctionne et comment petit à petit en fait on puisse mettre en place un serveur web sur cette machine-là. Donc on est encore au tout début de l'aventure, mais en tout cas c'est assez passionnant ce qu'on arrive à apprendre là-dessus. Et donc je vous donne rendez-vous à très vite pour voir la suite et qu'on commence à regarder un petit peu comment marche le HTTP. À bientôt!